Eh bien, trois spécialistes, trois experts à la tribune. Alors, tout de suite, Dominique Beillage, donc vous êtes expert en sourcing international. Merci d'avoir accepté de témoigner. Corinne Lecaux, bonjour. Vous êtes spécialiste en formation et accompagnement au sein du cabinet Aosis. Et vous, Éric Petit, vous êtes responsable des ventes au sein de IBM, c'est bien ça? Merci à tous les trois d'être avec nous. Pour ce dernier temps fort, je vous laisse le plateau, le micro, en vous remerciant d'avoir accepté de témoigner. Quelles sont les transformations choisies ou subies des fonctions achats? Alors, je dirais qu'on est passé des années 50 où nous étions un approvisionneur qui mécontentait tout le monde à un acheteur commodité ou un acheteur stratégique. Ceci s'est fait par une mutation qu'on aurait pu subir, notamment dans l'automobile, dans les années 90, où les constructeurs ont imposé des plans de productivité pluriannuels. Et si vous voulez faire de la productivité pluriannuelle, il faut travailler avec un fournisseur pendant plusieurs années et il faut travailler sur la conception. On n'est plus celui qui cherche le meilleur prix, on est celui qui cherche le meilleur coût. Et ceci a apporté une réelle valeur ajoutée au métier et a obligé également à changer non seulement les profils des acheteurs, mais également leur façon de travailler. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'était un acheteur il y a 10 ou 15 ans? Plutôt 15 ans, oui, 15-20 ans. Alors, il y a 20 ans, il y avait encore un peu d'inflation. On faisait de la résistance à la hausse, on ne faisait pas de réduction des coûts. On commençait à faire de l'achat, mais on avait encore des plans avec des microns parce que les bureaux d'études se faisaient encore plaisir. Voilà. De là, on a évolué en étant un généraliste, en s'intégrant dans la démarche en amont, c'est-à-dire dans la conception. Et dans cette conception, évidemment, comme le savoir-faire n'était pas en interne, il était chez le fournisseur. On a invité le fournisseur et on a invité également nos équipes internes à accepter le fournisseur chez nous. Et justement, donc je vais me retourner côté fournisseur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la fonction vente a évolué depuis 15-20 ans en termes d'approche client? Alors en fait, ce qui s'est passé, surtout depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a eu deux phénomènes qui ont joué à l'accélération. Il y a d'abord un phénomène externe qui est celui d'Internet, qui a bouleversé complètement la manière d'adresser les marchés, en B2B comme B2C. Là, aujourd'hui, on va parler B2B. On voit bien qu'effectivement, sont arrivés depuis une dizaine d'années avec une très grande efficacité des plateformes de dématérialisation. Aujourd'hui, dans la relation qui s'est passée du point de vue électronique, il y a une accélération très forte du côté international et du côté du fait de pouvoir adresser au niveau mondial des offres. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, qui est la conséquence de la crise, qui est liée, qui a fait que l'aspect financier, l'aspect rigueur financière a énormément joué. Et ça, c'était une nouveauté parce que c'était quelque chose dans lequel on y pensait dans d'autres entités d'entreprise, mais on n'y pensait pas trop du côté de l'entité commerciale. Et ça, c'était la vraie nouveauté des 5-10 dernières années. Alors, je vais vous poser un petit peu la même question que Dominique. Qu'était un vendeur il y a 15-20 ans? Qu'est-ce qu'est devenu le vendeur aujourd'hui? Il y a 15-20 ans, il y avait tous les stéréotypes que l'on connaissait par rapport à la fonction étaient parfaitement vrais. J'en souris parce qu'effectivement, on les voit encore quelques fois, on en parle avec, je dis certainement pas nostalgie, mais beaucoup d'humour. Je répète, ces stéréotypes étaient vrais. Donc aujourd'hui, beaucoup de rigueur sont arrivées. Aujourd'hui, un vendeur, c'est quelqu'un qui va dépasser la simple fonction de vente. Je pense qu'on en reparlera dans le débat tout à l'heure, pour aller voir effectivement quels sont les plus qui sont arrivés et qui sont maintenant absolument indispensables pour pouvoir arriver à avoir un dialogue efficace avec les acheteurs. Le niveau de spécialisation a évolué. Avant, encore une fois, la fonction vente, c'était plutôt quelqu'un, il faut se le dire, qui était bon baratineur. On a cette image. Je ne dis pas qu'elle est passée de mode. On le voit encore, hélas. Par contre, on a venu vraiment sur aujourd'hui des gens qui sont vraiment spécialisés, qui ont une approche industrielle de la vente et qui est absolument nécessaire. Alors, pour conclure cette première question, en tout cas cette première réponse, est-ce qu'on peut dire que le vendeur qui met le pied dans la porte, c'est terminé? Est-ce qu'on peut dire que l'acheteur
qui ne parle que de prix, c'est presque terminé? Depuis que je suis rentrée en France, parce que moi je reviens de 4 ans à l'étranger, beaucoup de vendeurs me racontent que ça existe encore dans certains secteurs, comme le bâtiment, comme les marchés publics, mais alors là on commence dans la politique. Dans les secteurs industriels mondialisés, ça n'existe plus. Voilà, c'est une génération qui est terminée, elle finit généralement à la comptabilité. J'espère que je n'ai pas de comptable en face de moi. Je confirme le propos. C'est clair qu'aujourd'hui, encore une fois, je parlais tout à l'heure des procédures dématérialisées, ce qui s'est passé par rapport à ça. Et là, je m'oppose un peu à votre remarque par rapport au marché public. Les marchés publics, notamment en France, ont été un acteur important de cette rigueur qui est apportée, qui s'est mis en œuvre. Aujourd'hui, c'est paradoxalement le secteur d'activité B2B qui d'abord représente le plus de volume de chiffre d'affaires et sur lequel la rigueur qui est en place aujourd'hui est absolument impressionnante. Bien. Écoutez, donc moi j'ai envie de vous parler du deuxième sujet. On parle beaucoup de vision globale. Donc vision globale, c'est un terme qu'on entend souvent. On parle d'écosystème, de vision globale. Est-ce que je peux vous demander si la vision globale, ou en tout cas le besoin en vision globale lorsqu'on apporte une solution à un client, ou en fait lorsqu'on attend une solution d'un fournisseur, est-ce que vous l'avez bien en tête et qu'est-ce que ça représente pour vous, Eric? La vision globale, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quelles sont les conséquences, quels sont les risques. Aujourd'hui, les risques, on peut les voir à la fois du point de vue technique et on peut les voir surtout du point de vue financier. Donc, encore une fois, pardon, excusez-moi. Donc, je répète, on peut les voir du point de vue technique et on peut les voir du point de vue financier. C'est aujourd'hui, les sociétés avec un petit S sont dans la grande société avec un grand S. Ça veut dire qu'en termes d'environnement, en termes de qualité, en termes d'écologie, en termes de développement durable, aujourd'hui, ce sont des réflexions qui impactent sur le business. Alors moi, je vais donner plusieurs exemples. Je prends Bombardier en Suisse, qui a décroché un marché de trains et qui a proposé une solution qui permet à son client d'économiser. C'est-à-dire il a pris des trains duplex, donc on met plus de passagers. Il a mis un système pendulaire qui permet de prendre les virages plus rapidement, donc les délais des voyageurs sont raccourcis. Dans les gares, on construit plus de quais, et ce qui permet une rotation des voyageurs plus importante. Et on a également un coût de maintenance qui est amoindri par une conception bien meilleure techniquement. Donc là, on a un coût global qui a été pris en compte pour le client. Et ce n'est pas simplement le fournisseur qui dit je vends au meilleur prix à son premier client. Deuxième exemple, on peut prendre la société Raymond en France, on peut en prendre d'autres. Tout ce qui est fixation aujourd'hui, ce n'est pas simplement une vis avec une rondelle et il faut que j'ai un outil de serrage pneumatique. Généralement, ça englobe plusieurs fonctions et ça réduit le temps d'assemblage chez le client. Voilà, c'est ce qu'attendent les clients, donc les acheteurs comme moi, de leurs fournisseurs. C'est une solution globale et ce n'est pas un petit carré dans un grand puzzle. Nous avons évoqué, vous avez évoqué, Eric, la RSE. Est-ce que la RSE, pour vous, en tout cas dans les deux cas, est-ce que c'est quelque chose qui amène à évoluer et à faire évoluer les mentalités, ou est-ce que c'est encore une contrainte? Alors, on peut la prendre comme une contrainte si effectivement on n'anticipe pas le phénomène. A contrario, ça peut être, je pense, une vraie chance pour l'entreprise qui inscrit la RSE dans son plan stratégique, dont notamment par la partie commerciale. Aujourd'hui, c'est un vrai acte de différenciation. Il faut vraiment le prendre comme quelque chose qui est positif. Aujourd'hui, vous citiez tout à l'heure, Dominique, deux exemples. Moi, je pensais à un autre qui est plus proche de nous. Aujourd'hui, par exemple, dans tous les aspects logistiques et transports qui sont liés au déplacement de matériel font que l'on prend nécessairement tout ce qui est durable autour de ça. Et c'est pas simplement une question de normes ou de pénalités qui sont attachées au respect de cette idée de marché. En fait, c'est vraiment une vision sociétale qu'il y a. Et effectivement, là, il y a une vraie évolution aussi. Est-ce que vous êtes d'accord, Dominique? Alors,
Du côté acheteur, on ne peut pas quantifier en termes de réduction des coûts la partie sociétale. On le met dans la différenciation et en fait, on le met dans l'élimination de celui qui ne respecte pas les règles de sécurité, qui ne respecte pas la loi dans son pays. Et c'est aussi chaque entreprise ayant son discours sociétal, le directeur achat, l'acheteur va suivre cette vague de responsabilisation citoyenne. Voilà comment. Donc on est plutôt dans c'est celui qui ne suit pas la vague qui sera éliminé des marchés de demain. Est-ce qu'on peut considérer, comme il y a un discours ambiant qui est très à la mode, regardons ce qui nous rassemble plutôt que de regarder ce qui nous sépare. Est-ce que, en fait, quelque part, c'est pas quelque chose qui peut vous rassembler ? Je pense que si l'on prend les approches du vendeur telles que les a présentées Éric Petit, elles sont tout à fait dans ce que l'acheteur, on peut dire mondialisé, ou l'acheteur responsable recherche. Après, il nous appartient de trouver le terrain commun où nos objectifs économiques vont se retrouver. Mais ça, c'est le point final. C'est-à-dire que c'est notre préparation sur l'ensemble des aspects qui rejoignent et l'entreprise et notre fonction propre qui va faire qu'on arrivera à ce terrain de compromis. Justement, on parle beaucoup d'achat responsable. Est-ce qu'on parle de vente responsable ? Et là, j'avoue que je vous pose peut-être une question piège. Elle est piège, oui, dans le sens où aujourd'hui, en fait, je rejoins Dominique par rapport à ça, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui aujourd'hui subissent et ceux qui surfent sur la vague. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus se détacher des entreprises qui anticipent toutes ces actions, toutes ces dynamiques, toutes ces réflexions et qui l'implémentent dans leur proposition globale. La difficulté étant ce que Madame Biach a souligné tout à l'heure, c'est comment la quantifier, quelle est la valeur financière qu'elle montrera derrière. Et parce qu'effectivement, ça ne sera pas gratuit, il faut être clair. Donc, quel sera le plus en termes de vente ? Bien, je crois que le plus en termes de vente, c'est vraiment quelque chose qui va se quantifier sur du long terme. Et peut-être que ce sont les années à venir qui vont nous éclairer là-dessus. Je voudrais passer au troisième sujet, donc, qui est les facteurs qui contribuent à une évolution positive de la relation. Qu'est-ce qui fait que finalement on va relationner mieux, de meilleure qualité, et tout ça bien évidemment dans un objectif de création de valeur ? Je m'adresse à vous déjà, Dominique. Alors ça va dans le sens de l'évolution du métier. La première chose qui est importante, c'est la transparence sur les objectifs. Il est important de bien informer son fournisseur sur les objectifs de l'entreprise et les objectifs liés au projet. Ça, c'est la première chose. On avait l'habitude de camoufler un certain nombre d'informations. Et sur le long terme, c'est tout à fait... on perd à tous les coups. Et la deuxième chose, c'est de travailler en termes de fonctions et de solutions globales. On ne règle pas une partie d'un problème. D'ailleurs, on ne règle pas un problème, on construit notre devenir et notre pérennité. Et à partir du moment où on se place, vous savez, c'est comme les miniatures indiennes où vous avez souvent des couples qui regardent dans la même direction. Et en tout cas, c'est comme ça que je vois la relation client-fournisseur aujourd'hui, même si on est toujours néanmoins quelquefois chacun d'un côté de la table. Donc comme nous sommes sur un salon de vente ou de vendeurs, en tout cas constitué de tous les outils et de toutes sortes de méthodes de vente, j'aurais voulu vous poser donc la dernière question. Quelles sont les compétences qui sont à développer pour les vendeurs, en dehors de tout aspect technique, bien évidemment, il faut qu'ils sachent exactement ce qu'ils vendent, mais quelles sont les compétences qu'ils doivent développer pour se faire, je dirais, mieux entendre demain, mieux aussi pour mieux vendre et vendre aussi de manière beaucoup plus intelligente. Certes,
il a essayé, en tout cas il l'a fait, et il y a beaucoup de gens qui vendent de manière intelligente, mais quelles sont celles qui vont lui permettre de surmonter les obstacles qui sont à venir? Eric? Je mettrais plusieurs qualificatifs autour de ça. Je pense qu'il y a des notions d'écoute. D'abord, c'est celle qui est vraiment importante, c'est comprendre effectivement le métier de l'autre. Connaître son métier, c'est une chose, mais connaître le métier de l'autre, ça veut dire pouvoir anticiper avec lui, construire de la valeur. Ça veut dire aussi avoir beaucoup de rigueur dans le geste commercial. Là aussi, ça c'est une nouveauté. Rigueur ne rimait pas avec commercial avant. Là maintenant, ça devient indispensable. Donc, enfin, le point important, c'est vraiment de pouvoir préparer ce geste. Donc, au niveau du commercial, aujourd'hui, l'effort qui doit être fait, c'est vraiment sur l'accompagner d'une manière forte et d'une manière proactive pour être de plus en plus performant, de plus en plus rigoureux, de plus en plus d'avoir presque le rôle d'un chef d'orchestre, parce que c'est quand même ce qu'il va avoir, c'est l'idée qu'il va avoir derrière lui, c'est lui l'interface entre son entreprise et le client, donc c'est quand même lui qui doit avoir beaucoup de rigueur dans l'écoute par rapport aux problèmes du client, et je parle du problème au pluriel, c'est ça qu'il faut, c'est bien lui qui sera le responsable de ça. Et ça, c'est une vraie évolution en termes de compétences. Oui, et vous, Dominique? Oui, alors il y a deux mots que j'aime beaucoup, proactif. Parce que les fournisseurs que je suis obligée d'interroger 3 fois, vous n'avez pas quelque chose dans vos tiroirs qui me ferait plaisir, et c'est pas une boîte de chocolat. Donc il faut absolument anticiper la demande du client, l'évolution des marchés, et le terme de chef d'orchestre aussi. C'est-à-dire que moi, si je vois un vendeur qui vient systématiquement tout seul, sans son responsable produit ou ce qui fait office de, parce qu'on n'est pas tous dans des grands groupes, je suis toujours inquiète parce que je me demande toujours si l'ensemble de l'entreprise est impliqué. Un vendeur, il sait jamais tout, de même que moi. Moi, je sais pas grand-chose. En plus, je suis une fille. Je plaisante. Donc, les organisations qui sont devenues aussi plus complexes, les marchés sont plus complexes, obligent à ce que chacun nous soyons une interface et un chef d'orchestre ou un chef projet. Mais nous animons des équipes. Nous sommes des animateurs, en fait. Si je fais un petit résumé, ce serait donc un pilote, un chef projet, donc un chef d'orchestre, qui saurait à la fois à l'intérieur de son entreprise animer les différents acteurs du projet, mais aussi aller voir ce qui se passe côté achat et voir ce qui se passe à l'intérieur de la fonction achat, comment il pourrait lui aussi intégrer ces acteurs dans le projet. Donc c'est une interface plus que quelqu'un qui va proposer et qui va faire de la vente push. Absolument. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est bien le commercial qui a l'acte de vente. C'est lui qui voit le client, c'est lui qui ramène le chiffre d'affaires, le bénéfice, les dividendes, ce qu'attendent les actionnaires. Au final, c'est bien via le chiffre d'affaires qui sera généré que ça va arriver. Donc il faut comprendre que le geste commercial qu'il y a n'est pas neutre. Il faut donc avoir toutes les compétences, enfin toutes les conditions dont on a parlé précédemment. Et c'est plus pour moi une conséquence qu'une cause. Si je dois résumer un petit peu les compétences, donc l'écoute intelligente, une bonne préparation, et puis une vision globale pour être justement cette interface entre les deux mondes qui ont tendance à bien se comprendre, peut-être à moins bien communiquer, mais à bien se comprendre en tout cas avec l'exemple que l'on a et que l'on a aussi souvent. Et dans tout ça, pour conclure, la création de valeur, alors dans tout ça, elle est où? Dominique? La création de valeur, elle est dans un partenariat. Enfin, moi, j'aime pas trop le mot partenariat parce que je l'ai vécu dans l'automobile des années 90. Donc, j'ai plutôt subi cette période. Mais elle est dans une collaboration à long terme. Et d'ailleurs, on est transparent et on ne se fait confiance que si on se connaît bien et qu'on dialogue pendant un temps assez long. Donc, la création de valeur, elle est là. Elle ne se fait pas sur un coup. Acheter une vis de 12, acheter 10 000 vis de 12 à Pékin, c'est facile. Par contre, résoudre un problème de fixation dans le temps, c'est plus compliqué. Et par contre, à partir du moment où on a travaillé
comme on l'a dit, comme deux chefs d'orchestre faisant un grand orchestre symphonique, on va créer la valeur avec un public qui va venir et qui va acheter le concert. La création de valeur, encore une fois, elle ne va pas se faire sur un coup, elle va se faire sur le long terme. Je vous rejoins sur cette idée, effectivement, que le fait qu'il ne faut surtout pas raisonner à court terme, ce partenariat qu'il faut imaginer, ça veut dire avancer ensemble. J'aime bien l'image de l'Inde que vous parliez tout à l'heure. Il faut raisonner de ce type et comprendre que la vie des affaires fera que sur un temps donné, peut-être qu'on va perdre une affaire à un moment donné. Par contre, on la gagnera, celle d'après, on la gagnera parce qu'effectivement, on va s'inscrire sur le temps, avec beaucoup de travail, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de partenariat, et du partenariat du vrai, quoi. Intéressant pour les deux. Je voudrais juste rajouter une chose. Je pense qu'il ne faut pas confondre les profits qu'on doit faire chaque année et l'argent qu'on doit donner aux actionnaires, ce court terme, avec le long terme de la relation client-fournisseur. C'est parce que nous avons bâti une relation à long terme que les actionnaires sont payés chaque année. En fait, les produits que nous allons vendre, ils sont plutôt dans la tête de nos acheteurs. Ils ne sont pas trop dans nos têtes à nous. Donc, allons comprendre ce qu'il y a dans leur tête pour pouvoir avoir de bons produits à leur proposer. Merci à vous deux.